La médicalica quoi? La médicalisation, vous en avez peut-être déjà entendu parler? En fait, ça sonne comme médication, mais c'est beaucoup plus large parce que c'est un processus collectif dans lequel un comportement, une situation, une attitude même qu'on a dans notre vie quotidienne est pris en charge par la sphère médicale. C'est-à-dire qu'on décrit, définit et explique ces comportements-là à l'aide d'une perspective médicale et qu'on traite aussi par des moyens médicaux ou pharmacologiques. La médicalisation débute bien avant l'entrée dans le bureau du médecin et c'est un phénomène qui touche toutes les sphères de nos vies, de la naissance à la mort. L'enfance fait partie des périodes de la vie parmi les plus médicalisées. C'est normal parce que les enfants, on les observe, on les aime, on veut s'assurer qu'ils se développent bien, qu'ils ne prennent pas de retard et surtout, on veut prévenir des difficultés futures qui pourraient survenir. C'est très louable et important. Puis il faut se rappeler aussi que dans notre société, on tolère peu le risque et rapidement comme adulte, on s'inquiète de l'avenir de nos enfants. Alors ce regard-là qui est intense, mais bienveillant, peut mener à de la médicalisation, surtout quand ça concerne les comportements d'hyperactivité et d'inattention. C'est pas rare que comme adulte, on soit habité par des pensées du genre « il bouge tout le temps, ah, il est encore tombé de sa chaise, c'est la 4e fois aujourd'hui. Je répète, il retient pas, il est comme pas là. » Ces comportements-là sont présents chez tous les enfants. Ils varient en fréquence et en intensité, mais ils restent normaux quand même, du moins dans une certaine mesure. Alors, il ne faut pas oublier que comme adultes, nos regards aussi peuvent nous mener à la médicalisation. On parle de la médicalisation des comportements d'hyperactivité et d'inattention parce que ces comportements sont associés au diagnostic de TDAH pour trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce diagnostic fait jaser parce que sa prévalence a énormément augmenté depuis les années 2000, ce qui correspond à peu près au moment où des nouveaux médicaments ont été mis sur le marché et où des guides de pratique ont été destinés à l'attention des professionnels. La prévalence à vie du TDAH est passée de 2 % en 2000 à 11 % en 2015. Et quand on a demandé aux jeunes de rapporter leur diagnostic, chez les 12-17 ans, elle est passée de 14 % en 2010 à 23 % en 2016. Qui dit diagnostic dit médicament. Dans le cas du TDAH, c'est la principale solution qui est envisagée. Au Québec, la consommation de médicaments associés au TDAH chez les jeunes est 3 fois plus élevée que dans le reste du Canada, selon un rapport de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux du Québec. C'est sûr que l'évolution des connaissances au sujet du trouble a amené à mieux le connaître, puis à le diagnostiquer davantage. Toutefois, il y a des indices aussi qui nous laissent croire qu'il se passe autre chose. Entre autres, il y a beaucoup d'inégalités dans la distribution du trouble, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de risques que d'autres de recevoir le diagnostic ou d'avoir une médication associée. On pense par exemple aux plus jeunes de classe, aux garçons, aux enfants de milieux défavorisés. Alors, le processus de médicalisation des comportements d'hyperactivité et d'inattention offre certaines réponses à cette augmentation-là qu'on voit de la prévalence du diagnostic de TDAH. Si on considère que l'école est l'un des plus grands facilitateurs de la médicalisation durant l'enfance, des questionnements demeurent. La société, mais l'école aussi, met l'accent sur la réussite, sur la performance. Pour tenter d'aider nos enfants à réussir dans ce système, on met souvent nos énergies sur la prévention des difficultés scolaires. Puis c'est très bien, mais il y a quand même un bémol à considérer. On concentre plus souvent nos efforts sur les manques à gagner de l'enfant, sur ses problèmes, sur ses déficits. Il est parfois difficile de tolérer un enfant ou un élève turbulent, en fait, qui sort du moule. Ou en tant qu'adulte ou en tant que parent, on peut parfois avoir des pensées liées à nos expériences personnelles. Moi, j'étais comme ça à l'école quand j'étais petit. Je veux pas que mon enfant vive ce que moi j'ai vécu. Je veux l'aider. Ou un enseignant qui, de son expérience personnelle, parfois peut avoir des pensées du genre « Moi, mes enfants, ils ont pris une médication, ça les a vraiment aidés. » Ces formes pensées et ces faits cocasses nous amènent à comprendre pourquoi on peut peut-être être rapide parfois à diagnostiquer le TDAH et à aller vers une médication. Si elles sont combinées en plus à des difficultés académiques,
nous amène à croire que la médication serait la solution la plus efficace parce que le problème se trouve dans l'enfant ou encore dans son cerveau. C'est normal parce qu'on est tellement bombardé d'informations à ce sujet. On peut comprendre, il faut se rappeler que la tâche d'un enseignant ou d'un parent, c'est vaste et c'est exigeant. On devrait se poser la question, est-ce que chaque diagnostic est vraiment le reflet d'un trouble? Rassurez-vous, le diagnostic et la médication associés au TDAH sont nécessaires dans des cas bien circonscrits par des tests psychologiques et médicaux spécialisés. Nous sommes tous des guides pour nos enfants. Comment alors nous pourrions contribuer à leur redonner leur pouvoir? J'ai tellement d'exemples d'initiatives, d'enseignants, de directions d'école, d'éducateurs, de collègues avec qui j'œuvre au quotidien au service de nos enfants. J'ai ainsi la preuve tangible qu'ensemble, c'est possible de changer nos habitudes et ainsi de corriger la trajectoire de vie de nos enfants. Si chaque personne peut contribuer au processus de médicalisation, alors chaque personne peut offrir une alternative différente. en adoptant des changements, aussi petits soient-ils, on fait évoluer les habitudes et on le fait tous ensemble.